Je voulais en profiter aujourd'hui, et vous allez vite voir où je veux en venir. Aujourd'hui, on a eu l'occasion d'assister pour certains et certaines aux funérailles de quelqu'un qui a énormément compté pour la ville de Lyon, la métropole de Lyon, puisqu'il a créé même cette collectivité importante auquel plusieurs d'entre nous siègent. Donc je tenais à rendre un hommage à Gérard Collomb aujourd'hui pour la figure qu'il a été, pour les valeurs qu'il a portées, pour le travail qu'il a effectué tout au long de ses près de 40 ans d'engagement politique. Je pense qu'on soit d'accord ou pas avec ses choix politiques, ne serait-ce que son engagement pendant toutes ces années pour la ville de Lyon qu'il a tant aimée et pour tout ce qu'il a pu faire pour les différentes villes en étant président à la fois du Grand Lyon puis de la métropole de Lyon, mérite au moins que ce soir nous fassions 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'ordre du jour de ce comité syndical, les comptes rendus d'activité du bureau du président, les délibérations d'intérêt commun. Je vous rappelle les consignes habituelles. À chacune de vos interventions, attendez que l'on vous donne la parole et le micro. Veuillez vous présenter en précisant également le nom de votre commune. Ça facilitera le travail de la sténotypiste pour le compte rendu. Si vous partez avant la fin du comité, signalez-vous auprès du personnel aux tables d'émargement et remettez votre boîtier de vote, s'il vous plaît. Les pouvoirs. Donc, Joël Séchaud de la métropole de Lyon à moi-même. C'est François Pastré de Craponne à Jean-Paul Vernat de Francheville. Donc Pierre Barellon a remis un pouvoir, mais je ne sais pas à qui. Jean-Philippe Jal de la Tour de Salvagny à Corinne Subaille de la métropole de Lyon. Et Alain Legras de Corba à Véronique Giromani de la métropole de Lyon. Comme à l'accoutumée, la désignation du secrétaire de séance, en l'occurrence Christian Ambar, représentant la commune d'Oulin qui nous a accueillis ce soir et qu'on remercie encore. Le compte rendu d'activité du bureau, donc 2 bureaux que nous avons réunis le 20 octobre 2023 à 17 novembre 2023 depuis le dernier comité. La séance du 20 octobre 2023 avec une demande de financement dans le cadre de la prime éco-chaleur pour la commune de Couzon-Mondor. Donc ça fait un peu lien avec ce qu'expliquait tout à l'heure Philippe Guelpa-Bonaro. Et on est content de pouvoir accompagner les communes sur ce type de financement et le choix de chaleur renouvelable. La modification du tableau des emplois et des effectifs mise à jour au 20 octobre 2023. Et en ce qui concerne la séance du 17 novembre 2023, donc l'attribution de l'appel à manifestation d'intérêt pour le déploiement d'infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides. Donc je rappelle que ça concerne les 8 communes hors métropole et que je pense qu'on peut donner le nom du lauréat, en l'occurrence Isivia. Donc pour ceux qui sont sur la métropole de Lyon, connaissent bien le mode de fonctionnement. On espère que ça se passera très bien
avec les 8 communes hors métropole. Et puis une demande de subvention auprès de l'ADEME pour des missions d'assistance de maîtrise d'ouvrage pour du commissionnement. Donc ça, c'est lié avec le dispositif Bâti Plus. Donc l'accompagnement technique sera financé en partie pour le commissionnement par des subventions ADEME. Le compte-rendu de l'activité du président, ça va être plus rapide que d'habitude. 29 septembre, nous avions donc un bureau politique. Le 5 octobre, présence au Salon des maires du Rhône à Écully avec un stand Sigerli. L'après-midi, enfin la signature de la vente des locaux de la BAIS. Donc nous ne passerons plus de délibération sur le sujet. C'est donc acté et finalisé. Sans difficulté. 10 octobre, rendez-vous en mairie d'Albigny-sur-Saône avec monsieur le maire et Thierry Saunier notamment. Le 13 octobre, j'ai pu participer à la rentrée de la nouvelle promotion de l'IAE Lyon. Donc Vinciane Brunel l'évoquait tout à l'heure. Je suis parrain de la promotion de la licence conception éclairage public. Donc, différents événements dont la rentrée, plein de jeunes très motivés, une vingtaine cette année après plusieurs promotions qui étaient un peu limitées en termes de jeunes qui pouvaient participer. Donc l'université est très contente. Et j'aurai l'occasion la semaine prochaine, le 7 décembre, de voir l'illumination faite par les jeunes de la manufacture des tabacs avec comme thème Jean Moulin cette année. Le 20 octobre, nous avions donc un bureau décisionnel et politique. Le 7 novembre ont eu lieu les conférences budgétaires du Sigerli pour préparer l'Europe et le budget 2024. On y reviendra dès 2024. Le 10 novembre, donc, la commission consultative des services publics locaux du Sigerli, où nous recevions et échangions sur les cracks de nos concessionnaires, que ce soit Enedis et GRDF, et du coup EDF, sur le tarif réglementé de vente. Et on a beaucoup parlé de qualité de fourniture cette fois-là, et aussi de précarité énergétique, avec des chiffres qui commencent à aller à la hausse. Le 15 novembre, j'intervenais à la demande justement de la FNCCR pour un petit déjeuner de l'ARS à Paris sur la thématique précarité énergétique. Donc on a pu revenir sur les sujets de court terme comme la limitation de puissance, mais aussi sur une politique habitat et de rénovation qui permettrait de limiter la précarité énergétique. Et j'espère que tout le monde va s'en emparer et qu'on mette les financements pour le faire. Le 16 novembre avait lieu un bureau de la LEC avec mes collègues ici présents qui siègent aussi au Sigerli. 17 novembre, une journée bien remplie avec une CAO sur le géoréférencement, la commission générale du Sigerli préparatoire à ce comité et un bureau décisionnel et politique. Et le 23 novembre, nous avons reçu la mission Carré de Soie qui régulièrement fait des soirées de présentation sur un certain nombre de thématiques avec les différents acteurs, aussi bien les institutions comme nous, comme la mairie de Villeurbanne, la mairie de Vaux-en-Velin, les institutions comme Est Métropole Habitat qui s'est aussi installée au Carré de Soie. Donc là, c'était autour de la thématique énergie. Donc on les a reçus dans la salle du bas dont j'ai perdu Scandella. Voilà, c'est revenu au bon moment. Voilà pour le compte-rendu. Le compte-rendu des décisions, donc 2 marchés globaux, un AMO commissionnement plus audit d'effacement de la consommation électrique des bâtiments communaux, 5 marchés subséquents passés sur le fondement de l'accord cadre numéro 2020-06 lot 9 relatif à des travaux de réseau et d'éclairage public, 2 marchés subséquents passés sur le fondement de l'accord cadre numéro 1904 relatif à des missions de maîtrise d'œuvre partielle en lien avec des travaux de réseau et d'éclairage public. Et quelques arrêtés. Ressources, une délégation de signature, l'organisation du remplacement du président pour absence, donc Jean-Philippe Chaunet qui a signé à ma place pendant quelques jours, et des décisions pour éclairage public et dissimulation coordonnée des réseaux. 8 financements par fonds de concours, 6 opérations pour la commune de Curie-Saint-Mondor, 2 opérations pour la tour de Salvani, et enfin en finance, un acte modificatif de la régie d'avance pour les achats de petits montants. L'ordre du jour avec 11 projets, 11 délibérations d'intérêt commun, l'adoption du procès verbal du comité du 27, l'ouverture d'autorisation de programme pour le dispositif Bâti Plus et ses affectations, l'approbation d'une convention Intracting d'un montant total de 14 millions d'euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
l'adoption du règlement budgétaire et financier, l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024, la durée d'amortissement des biens en M57, l'autorisation d'ouverture de crédit en investissement avant le vote du budget primitif 2024, les contributions provisoires 2024, la compte de trésorerie dès le mois de janvier 2024, l'instauration de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, une délégation d'attribution au président, enfin une mise à jour plutôt, et la modification des statuts du 2 mai 2023 par la commune de Miry avec la délégation de la compétence éclairage public. Je vous rappelle les modalités de vote. Donc la métropole de Lyon, un délégué égale 8 voix. Les communes de la métropole de Lyon, un délégué égale 1 voix. Les communes hors métropole de Lyon, un délégué égale 2 voix. À la majorité simple des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Du coup, la première délibération, l'adoption du procès verbal de la séance du 27 septembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Sinon, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie pour l'adoption de cette délibération. Je vous propose de passer à la délibération suivante. Voilà, je laisse la parole à notre vice-présidente Corinne Subail. Oui. Je pense qu'il faut que je le prenne à la main. Non, je le laisse comme ça. Parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, c'est bien ça. Alors, non, je vais le prendre à la main. Je vais faire ça à la rockstar. Je ne sais pas si ça c'est bon. Alors, l'autorisation de programme. Donc, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous maintenant, dont on en parle depuis un certain temps, donc on y est. Donc, les règles relatives à la gestion pluriannuelle se présentent comme une alternative au cadre budgétaire, donc ce qui nous permet en fait de gérer plus efficacement les dépenses liées à des interventions pluriannuelles, bien entendu en respectant le principe d'engagement. Donc, on inscrira chaque année que les montants de crédit nécessaires et on ajuste la mobilisation des ressources aux dépenses réelles de l'année. Donc on a déjà mis ce mode de gestion en place pour les programmes de dissimulation de réseau et d'éclairage public. Donc il vous est proposé de l'adopter pour le dispositif pluriannuel Bâti Plus. Et donc de réserver puis verser au fur et à mesure du lancement des travaux, des projets communaux. Donc sur cette année, donc l'autorisation de programme... merci. L'autorisation de programme... non, c'était pas pour moi, je pensais que c'était pour moi, mais c'était... et les crédits de paiement. Donc de Bâti Plus avec avance remboursable, donc les créances sur les collectivités, donc l'AP 2023-2025 se portant à 3 millions, donc seront portés en crédit de paiement 0 € pour 2023, 2 219 500 € pour 2024 et le reste 780 500 € pour 2025. Donc l'autorisation, bien entendu, de programme de 3 millions constituant la limite supérieure des dépenses qui sont autorisées. Avez-vous des questions, des remarques? Eh bien, Juste une petite précision. Du coup, cette année, il n'y aura donc pas de paiement, mais il y aura des paiements l'année prochaine. Et évidemment, l'année prochaine, en 2024, il y aura aussi de nouveau des crédits en autorisation de programme pour de nouveaux projets, qu'ils impactent ou pas en termes de crédit 2024 ou suivant. Voilà. Mais c'est un dispositif qui sera du coup pérenne. Merci de cette précision que j'avais oubliée.
Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Merci de cette unanimité pour cette délibération. On passe à la délibération suivante. Corinne, toujours toi. Donc, il s'agit d'approbation d'une convention d'Intracting de 14 millions d'euros. Il s'agit donc de bénéficier d'un prêt de 14 millions avec un taux bonifié à 2% sans frais de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement des projets de rénovation énergétique. Le versement des fonds sera en 2024 et ce que je vous demande, ça serait d'autoriser le président à signer la convention de financement d'Intracting de la Caisse des dépôts et consignations. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, Intracting 13 ans, c'est le dispositif tel que travaillé par la Banque des Territoires. Parce que c'est quand même assez attractif par rapport au taux qu'on nous propose aujourd'hui. On est plutôt entre les 3 et 4% quand ça se passe bien. Alors, c'est d'autant plus intéressant que pour les communes, ce sera sur 15 ans. Et du coup, je précise, parce qu'on l'avait un peu évoqué la dernière fois, parce qu'il y avait eu des questions notamment sur les investissements très importants pour 2 années de suite et comment on allait faire face aux besoins d'emprunt, parce qu'il faut bien entre les redevances de concession, les contributions qu'on demande aux communes, à un moment donné, comme on fait l'avance de trésorerie pour les communes, il faut bien qu'on emprunte. Et ça pouvait être inquiétant, et on se le disait la dernière fois, et j'avais bien précisé qu'il y avait une enveloppe qui était provisionnée à la Banque des Territoires. Donc vous constatez un comité après qu'on peut mobiliser ce financement-là, et que je partage aussi que ça a été beaucoup mobilisé dans d'autres territoires, que l'enveloppe nationale est fortement consommée, et qu'au vu de ce taux à uniquement 2% par rapport au taux qu'on connaît sur les marchés bancaires actuellement, il n'est pas dit que la Banque des Territoires ne revoit pas le taux à un niveau plus haut. Donc on profite doublement à la fois de ce taux et puis de l'évolution qui sera amenée, puisque la Banque des Territoires ne peut pas non plus financer à forte perte. Voilà. On peut passer au vote. Le vote est ouvert. Eh bien, merci encore pour cette délibération, l'unanimité, pardon. On passe à la délibération suivante. Corinne. Donc, l'adoption du règlement budgétaire et financier. Donc, il y a nécessité d'adopter un nouveau règlement budgétaire et financier. On en avait déjà initié un lorsqu'on s'était prononcé sur les APCP. Donc, pour ce nouveau règlement, de le faire avant l'approbation du premier budget primitif de 2024. Donc, ce règlement est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Il définit les règles de gestion interne des flux financiers du CIGERLI. En tant que document de référence, il permet de préciser les principes de gestion du syndicat et de renforcer la transparence des règles budgétaires et de gestion. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce règlement ?
coup, je pense qu'on peut passer au vote. Je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Merci encore pour cette délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la suivante. Donc la nomenclature M57, ça y est, on y est, donc, qui devient obligatoire au 1er janvier 2024, mais nous devons donc l'adopter. Donc cette nomenclature M57 remplacera à partir du 1er janvier 2024 la nomenclature M14 du budget principal. Le plan de compte M57 devient donc la seule nomenclature publique, exception faite pour M4, M21 et M22. C'est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable et devient obligatoire, comme je vous l'ai dit, au 1er janvier. Donc, elle est née au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles. L'adoption de cette nomenclature s'accompagne nécessairement de l'adoption d'un budget budgétaire et financier que vous avez adopté précédemment. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Ah, je ne sais pas si le bureau peut poser des questions. Non, j'ai pas une question, mais j'ai l'habitude de parler sur la M57. Ça paraît être une question très technique, très comptable, très administrative. Pourtant, c'est une question très politique. Et la M57, avec le compte financier unique, est une étape importante dans la transformation de la comptabilité publique, c'est-à-dire de la manière dont on gère l'argent public en France. Et quel est le sens de cette réforme qui n'est pas la première, hein, il y en a eu d'autres avant, et il y en aura certainement d'autres après, c'est de rapprocher la gestion de l'argent public de la gestion de l'argent privé. Ça s'est fait sur beaucoup d'aspects. Et là, ça se fait sur un certain nombre d'aspects qui sont un peu décisifs. Il y en a un que j'aime bien citer pour les élus, parce qu'il faut que vous compreniez quand même ce qu'il y a derrière. Il y a le fait que jusqu'à maintenant, quand vous votez un budget, nous décidons collectivement d'un budget, donc une liste de chapitres, de sections sur lesquels il y a des montants qu'on discute, qu'on décide collectivement. Et ensuite, dans l'exécution de ce budget, le président, qui est l'autorité, doit respecter ce cadre budgétaire. S'il constate qu'il a des dépenses qui dépassent le montant qui était prévu, il doit revenir nous voir pour nous dire il faudrait adapter et faire une décision modificative du budget. Et nous en décidons collectivement. Ce que la M57 dit, c'est qu'on va déroger à cette règle. Alors partiellement, pour des petits écarts, à un certain niveau de la définition du budget. Mais malgré tout, pour la première fois, on va pouvoir ne pas respecter le budget, à la marge peut-être, mais ne pas le respecter, sans revenir dans l'instance délibérative. De la même manière, je prends souvent l'exemple du pont de la Bresserie dans le Rhône, sur la question de comment on gère les actifs, donc les investissements et les provisions éventuelles pour reconstituer ces investissements. Dans une logique privée, on peut dire j'ai un bien, je l'amortis, et donc il faut que je reconstitue ma capacité à... Enfin, il faut que je constitue ma capacité financière à reconstituer le bien. Mais quand on parle de biens publics, je prends par exemple l'exemple du pont de la Brasserie. Pont de la Brasserie que l'État a transféré à la métropole. L'État, il l'a transféré, évidemment, pendant un demi-siècle. Personne ne s'est préoccupé de l'état de ce pont et des mesures techniques qu'il fallait peut-être prendre pour le protéger, sa valeur d'usage, et donc aussi d'ailleurs sa valeur financière en tant qu'actif. Et donc on se retrouve aujourd'hui, mais est-ce que le fait d'avoir un mécanisme d'amortissement obligatoire, etc., ça aurait changé quoi que ce soit? Pas du tout. De toute façon, il n'y avait personne à la DTT pour s'occuper de ce dossier. Donc le problème, ce n'est pas un problème de comptable. Le problème de la préservation des biens publics, c'est un problème de choix politique.
on décide d'avoir une politique de maintenance ou pas. C'est donc un problème de choix budgétaire. Et ce n'est pas la comptabilité M57 qui va résoudre ce problème. Enfin, le troisième exemple sur lequel j'attire votre attention, c'est la transformation du rôle du Trésor public, donc du rôle du trésorier. La Révolution française a inventé l'idée que l'argent public devait être géré d'une manière différente de l'argent privé. Et c'est pour ça qu'on a un mécanisme de trésorier et de trésor public qui était personnellement responsable du bon usage de l'argent public. C'est pour ça que le trésorier pouvait vous embêter des fois en vous disant je n'ai pas les bons justificatifs, je ne peux pas payer ce mandat parce que je n'ai pas les bonnes pièces. C'était sa responsabilité personnelle. Et pour le coup, c'est assez rare dans la fonction publique, sur ses deniers personnels. Enfin, il était personnellement responsable de cette situation. On modifie tout ça et on crée des choses. Alors le président, la directrice générale, les agents, enfin pas tous, voilà. On modifie ces règles. Franchement, moi je dis, c'est vraiment un acte politique important. Alors la vice-présidente Corinne a raison, nous n'avons pas le choix, effectivement. Mais je pense que ça vaut le coup d'avoir ce temps de partage politique du sens de cette M57. Merci. Est-ce que ça a suscité des remarques ou des questions? C'est le moment, hein, on est un spécialiste. A priori, non. Je vous propose de voter. Après, je ferai une petite information. Le vote est ouvert. Alors, délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, juste pour information, comme on a un petit peu évoqué le sujet trésorerie publique, que ce passage en M57 est donc aussi une demande de la trésorerie publique qu'on avait rencontrée il y a quelques années pour dire qu'on passerait en 2024. Je me permets de redire que nous avons de grosses difficultés, et quand je dis nous, c'est nos entreprises de travaux, pour être payées en temps et en heure par la trésorerie publique de Bron, dont lequel le CIGERLI dépend, que ça crispe énormément et que ça met réellement en difficulté aussi bien des PME que des grandes entreprises, que nous avons eu potentiellement nous aussi par effet rétroactif, les intérêts moratoires par exemple, que nous avons eu un dialogue constant avec la trésorerie publique mais qui est complètement sourde à nos arguments, que nous avions écrit un courrier au directeur régional des finances publiques qui parlait de plan d'action ou je ne sais quoi. Autant vous dire que le plan d'action, il devait juste être affiché dans son bureau, et que du coup nous avons demandé un rendez-vous en urgence à la préfète Madame Buccio pour qu'on puisse évoquer ce sujet et qu'elle mette la pression, ou qu'en tout cas des équipes soient mises à disposition de la trésorerie de Bron pour que ça avance, les entreprises soient payées et que nous n'ayons pas d'impact derrière. Et pour autant, et je remercie les services là-dessus, il y a un vrai job pour essayer de faire avancer et que les entreprises soient payées. Mais quand plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros traînent dehors au lieu d'être dans les caisses des entreprises, ce n'est pas acceptable. Voilà, je tenais à le préciser. Monsieur Millet. Je m'excuse, mais tu me forces à rajouter un élément, parce qu'il faut interroger les acteurs de la trésorerie pour voir dans quelles conditions ils travaillent. La trésorerie de Bron, à force de regrouper des trésoreries, les mêmes équipes gèrent 10 fois plus de situations qu'ils n'en faisaient il y a 10 ans. Et ça renvoie au débat national. Tous ceux qui tapent sur Bercy en disant il faut continuer à supprimer massivement des emplois de fonctionnaires dans le ministère des Finances, la conséquence concrète, c'est que d'un point de vue opérationnel, les agents sont dans l'incapacité de réaliser leur travail. Il faut aussi dire cet aspect-là. Mais même si tu as bien raison, ça nous pose situation, à nous comme aux entreprises. Moi, je partage avec toi, c'est qu'au final, c'est un service public qui se retrouve dégradé parce qu'on essaye de le faire travailler autrement qu'un service public.
que du coup ça crée de mauvaises conditions de travail pour les agents, ce qui n'est pas acceptable, qu'on est quand même dans un pays où je pense les finances publiques et le trésor public a toujours bien fait son travail. Je pense même qu'on est un des pays où on recouvre le mieux l'impôt, donc c'est qu'on travaille bien. Si on commence aussi à dégrader cette partie-là, comme on a pu dégrader les services publics de l'éducation, voire le service public de la santé, si on pouvait arrêter de se tirer des balles dans le pied, ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, ça nous impacte localement. Donc c'est bien pour ça qu'on demande une position de l'État. Et la position de l'État, c'est de faire renforcer les équipes dans les trésoreries qui sont en difficulté. Et si on peut revenir sur ce genre de réorganisation, ce serait pas mal parce que tout fonctionnait très bien avant cette décision. Oui, Marc. Juste pour donner un élément de contexte, la trésorerie de Bron a brûlé. Oui, oui. Mois de mars, Oui, avril dernier, ce qui n'a pas arrangé les choses, et toutes les collectivités, à Priest, enfin, je vais mettre comme ça ou comme ça. Ouais. Ah oui, attends. Est-ce que vous m'entendez? On a des Est-ce que vous services m'entendez? efficaces, voilà. Il fallait lui dire le mot magique, c'est ça? C'est la bonne phrase. Bon, et ceci dit, je pense qu'effectivement, ils ont fait énormément de réformes et ça a beaucoup désorganisé. Moi, je crois qu'en 3 ans, j'ai vu 3 référents des finances locales. Ça n'a pas arrêté de changer, c'est très compliqué. Ceci dit, je pense également qu'ils devraient réformer la manière dont ils travaillent et peut-être procéder à plus de contrôle stochastique, par exemple, plutôt que de contrôler tous les paiements, alors même qu'on est à l'ère du numérique et qu'il y a un niveau de qualité des services différemment, pas mal de tâches inutiles. Actuellement, vu ce qu'ils subissent, je pense qu'effectivement, entre la réorganisation et l'incendie, je pense qu'ils sont vraiment en sous-effectif et ils pourront changer toutes les méthodes qu'ils veulent, ils seront en sous-effectif. Et pour aller dans le sens de ce que précise Marc aussi, c'est-à-dire que quand les entreprises de travaux avec lesquelles on travaille ont des difficultés, avec cette trésorerie-là, ce n'est pas que la trésorerie de Bron qui pose problème, mais comme me le disait un entrepreneur, en fait, chez nous, c'est un gros volume, mais les communes aussi, et en fait, elles ont une sortie de trésorerie qui est énorme en ce moment. Elles ont des salariés à payer, enfin il y a un certain nombre de charges, donc ça ne peut pas durer. Et je ne dirai pas ce qui nous a été répondu par la trésorerie publique, mais les réponses qu'on a eues ne sont pas admissibles ni entendables de la part de services publics de l'État, je le dis. On passe à la délibération suivante. Durée des amortissements des biens, donc en M57. L'amortissement nous permet chaque année de constater forfaitairement la dépréciation des immobilisations et de dégager les ressources pour pouvoir les renouveler régulièrement. Donc la M57 pose pour principe le caractère obligatoire de l'amortissement au prorata temporis. La logique d'enjeu peut être adoptée pour définir des catégories de biens qui ne seraient pas soumises à l'amortissement au prorata temporis. Donc pour le CGRLI, la dérogation pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire inférieurs à 2 000 € amortis, seront en une seule fois. Concernant l'amortissement des installations de voirie et des immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, l'amortissement reste facultatif et nous avons fait le choix de ne pas amortir ces dépenses. Donc vous voyez les durées que nous proposons de retenir. Donc elles ont été modifiées à la marge, donc de façon à être dans de la sobriété. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce tableau? Non. Eh bien, si pas de questions, pas de remarques, on va pouvoir voter. Ah, il y avait une question? Non, j'ai cru. Le vote est ouvert.
Eh bien, une nouvelle délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On continue avec la délibération suivante. Toujours Corinne. Donc, il serait bon d'ouvrir des crédits d'investissement avant le vote du budget primitif 2024, donc ce qui nous permettrait d'engager, de liquider, de mandater des dépenses à hauteur d'un quart du budget des crédits ouverts en dépenses d'investissement qui est prévu sur 2023. Donc, vous avez sous vos yeux les chapitres, la colonne du budget 2023 et ce que nous vous demandons d'autoriser pour 2024, qui représente donc un quart de la colonne précédente. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, délibération habituelle qui permet une bonne gestion pour le syndicat et de ne pas attendre le vote du budget. Donc, si pas de questions, on peut voter. Le vote est ouvert déjà. Eh bien, encore une délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante, et je crois que c'est la dernière pour Corinne ce soir. Dommage. Je sais que ça fait plaisir à certains. Contribution provisoire donc 2024, la compte de trésorerie dès janvier. Ce que je vous demande, c'est un acompte de trésorerie pour janvier 2024, une avance mensuelle de trésorerie dès le mois de janvier. Donc, qui correspond pour chaque mois au 12e des charges fiscalisées donc, qui ont été perçues en 2023. Donc, la circulaire E 2023-17 du 3 novembre 2022 du préfet du Rhône permet aux syndicats qui fiscalisent de bénéficier du versement d'acompte de trésorerie dès le mois de janvier au lieu du mois d'avril. L'Assemblée donc, doit adopter une délibération provisoire basée sur les montants des contributions fiscalisées de l'année précédente. Cette dernière doit être suivie, dans un second temps, de l'adoption d'une délibération définitive fixant le montant des contributions 2024. Donc, le montant des contributions 2023 fiscalisées s'élève à 27 218 159 € et 87 centimes. Montant de base pour obtenir donc l'avance mensuelle de trésorerie dès le mois de janvier 2024. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Là aussi, on est habitué. Oui, là encore, c'est une délibération habituelle. Juste pour une petite précision, donc le montant des contributions de 2023 qui dépasse les 27 millions, il est en augmentation par rapport à l'année précédente. Il n'est pas dû à une modalité, une évolution des modalités de calcul, mais tout simplement comme c'est lié à aux travaux et la dynamique travaux, il augmente comme, on verra l'année d'après, augmentera encore fortement. Donc je reviens sur l'avance de trésorerie que le CIGRLI fait aux communes et ce qui facilite cette dynamique travaux. Voilà, je tenais juste à préciser ça. Je pense qu'on peut passer au vote. Le vote est ouvert. Eh bien, je vous remercie pour l'adoption de cette délibération. Je remercie Corinne pour les différents rapports et je remercie les services, évidemment, pour tout le travail sur les finances, très important au syndicat. Et je laisse la parole pour la délibération suivante à Vinciane Brunel. Oui, merci. Donc la délibération suivante, c'est sur la prime exceptionnelle pouvoir d'achat. J'imagine que vous l'avez vu passer aussi dans vos collectivités. Donc après la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, le décret est sorti pour la fonction publique territoriale au 1er novembre 2023.
donc pour répondre effectivement au contexte inflationniste et soutenir les agents. On a choisi de l'inscrire au budget 2023. Parce que voilà, c'est quand même une prime qui est faite pour agir rapidement dans le contexte d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Comme vous avez dû le voir, il y a des conditions cumulatives. Donc il faut être nommé et recruté par un employeur public antérieurement au 1er janvier 2023, être employé ou rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023. Et bien sûr, il y a un plafond de ressources, puisque ça concerne les agents qui ont une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros. Voilà, vous avez le détail de la grille dans la délibération. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une enveloppe prévisionnelle de 20 000 euros. Ça devrait toucher 38 agents, mais on devrait être inférieur. On a mis cette enveloppe prévisionnelle, mais on devrait être en dessous. Voilà, et comme je dis, ça concerne une trentaine d'agents, 38. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques à ce sujet? Non, pas de questions, pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie pour l'adoption de cette délibération. On passe à la suivante. C'est moi qui rapporte cette délégation. Le président du CIGERLI et moi-même a reçu le 16 septembre 2020 une délégation du comité syndical dans un certain nombre de domaines qu'il convient de compléter dans le domaine suivant pour la durée du mandat pour une parfaite continuité des missions. Donc c'est l'article 16. Passer les conventions particulières relative aux travaux d'enfouissement des réseaux secs conclus en application de la convention cadre du 2 novembre 2002 susvisée à jour de ces avenants éventuels. Dans un jargon moins juridique, c'est les conventions spécifiques avec les opérateurs de télécom, et donc ne pas les délibérer en comité, ne pas les délibérer en bureau, mais de pouvoir les signer directement, parce que ça représente plusieurs dizaines d'affaires, donc ça serait une perte de temps en termes de gestion. Donc pour faciliter les choses, on propose que ça soit une délégation d'attribution au président. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques? Je balaye la salle, je ne vois pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie pour l'adoption de cette délibération. Et enfin, dernière délibération de la soirée. Je vous rappelle les modalités de vote. Donc, la métropole de Lyon, un délégué égale 8 voix. Les communes de la métropole de Lyon, un délégué égale 1 voix. Les communes hors métropole, un délégué égale 2 voix. Majoritaire renforcée, adoption aux 2/3 des suffrages exprimés. Et je laisse la parole au vice-président Jean-Philippe Chaunet. Excuserez, mon cher Jean-Philippe, éclairage public, j'ai pensé à vous. Ah. Non, tout va bien, en plus, je la connais par cœur. L'article 1 des statuts du syndicat relatif à la composition du syndicat suite au transfert de compétences d'une commune, modification de la liste des membres adhérents à la compétence éclairage public, et donc à compter du 1er janvier 2024, ajout de la commune de Miry. Pour un certain nombre de communes, vous l'avez délibéré en conseil municipal, d'autres ne l'ont pas fait. Ouais, de toute façon, le silence vaut approbation. Ça sera donc la 53e commune, si vous l'acceptez, à déléguer sa compétence éclairage public. On sera
Du coup, bien au-delà des 80 000 points lumineux, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure dans les présentations et dans les explications. Donc, je vous propose d'approuver le transfert de la compétence éclairage public au 1er janvier 2004, ce qui convient d'adopter la modification statutaire, modification qui entraîne aucune modification des articles 6 et 7 des statuts déterminant les modalités donc de m'autoriser à signer tous les actes et documents administratifs et financiers afférents à ce transfert. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Et je pense que Michel Castellano, ici présent, est ravi de cette délégation de compétences. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Eh bien, merci pour l'adoption de cette délibération à l'unanimité et bienvenue à Miry parmi les communes ayant délégué la compétence éclairage public. On s'en félicite. L'actu du CIGERLI, donc le 25 janvier 2024, puisque nous aurons passé les fêtes, ce sera la soirée des vœux du CIGERLI et la remise des trophées édition 2023. 1er février 2024, première rencontre territoriale et énergie pour les 16 communes du secteur bleu à Saint-Germain au Mont-d'Or chez notre vice-président M. Perardel. Et le 14 février 2024, comité, le premier de l'année, lieu à définir. Mions, si je ne dis pas de bêtises. Et toute l'équipe du CIGERLI, les membres du bureau et moi-même vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année auprès de vos proches et vos familles. Voilà, je vous remercie pour ce comité et je vous propose de passer au moment convivial. Merci beaucoup.